Dans cette deuxième vidéo, on va voir le paragraphe grand 2 qui est uniquement consacré, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur l'influence de l'induction en électricité. Donc on ne s'intéresse pas pour le moment aux phénomènes mécaniques, même s'il y en aura beaucoup, on s'intéresse seulement aux conséquences électriques de l'induction. Voilà, il y a pas mal de dispositifs qui utilisent ça. On va commencer par voir qu'un circuit électrique peut se trouver en présence d'un champ magnétique. Et si jamais ce champ-là est variable, ce qui est très fréquent, soit que le champ soit lui-même variable, soit que le circuit électrique soit en train de se déplacer dans le champ, eh bien la loi de Faraday nous indique qu'il peut y avoir création d'un flux variable, donc d'une FEM induite. Et cette FEM induite, c'est une tension qui apparaît dans le circuit, et elle peut avoir bien évidemment des effets électriques et des conséquences qui peuvent être soit intéressantes, soit nuisibles en modifiant le comportement des circuits. Donc voilà le principe de l'influence de l'induction sur les circuits électriques. Quelques dispositifs qu'on va retrouver dans la suite, une bobine, alors là ici c'est une bobine torique, vous voyez un enroulement avec les deux extrémités ici, mais une bobine torique. Une petite antenne qui est celle d'une puce RFID, que vous voyez sur, sur des livres ou des vêtements, maintenant il y a beaucoup d'étiquettes qui ont ça au dos. Ça sert simplement à identifier un produit rapidement, sans contact. Ça remplace le code barre si vous voulez. Ou bien ça peut servir de détecteur à antivol aussi, éventuellement. Voilà. Et puis les transformateurs, dont on verra qu'ils ont une très très grande importance pratique, même dans la vie de tous les jours. Il y a des transformateurs partout, de toutes les puissances. Et ça, c'est basé en fait sur le principe de l'induction, comme on le verra. C'est un composant vraiment extrêmement important dans la vie, dans le monde scientifique en général, technico-scientifique. Commençons par la théorie flux extérieur et flux propre. Donc on va considérer un circuit filiforme, fermé, comme ça, hop. Et en fait, la surface intérieure qu'on oriente avec le contour. Alors là, j'ai pas précisé l'orientation du contour, mais enfin on va supposer qu'il est dans le sens de I. On verra que c'est indispensable pour l'inductance propre. Et puis une surface orientée. Je peux donc définir le flux magnétique avec B scalaire ds. Sauf que B, quand on réfléchit bien et par rapport à ce qu'on a vu au-dessus, il a en fait deux composantes. Il peut se décomposer en deux. La première, c'est ce qu'on appelle le champ magnétique extérieur. C'est simple, c'est simplement le champ magnétique créé par tous les dispositifs qui ne sont pas le circuit électrique lui-même. Autrement dit, des aimants, d'autres circuits électriques un peu plus loin, voilà, tout ce qui est le champ extérieur. Et le champ propre, qui lui va être le champ magnétique créé par le circuit sur lui-même, donc sur sa surface intérieure en fait, puisque c'est seulement le champ magnétique sur la surface intérieure qui aura des propriétés d'induction. Donc on va décomposer le flux magnétique que ressent ce circuit, ou la surface intérieure à ce circuit pour être précis, de la façon suivante, avec le flux propre, donc qui est dû au champ magnétique créé par le circuit, en fait par l'intensité dans le circuit sur lui-même, et les flux extérieurs qui sont dus aux autres champs magnétiques qu'on n'a pas représentés, mais des aimants, d'autres bobines, etc., extérieurs au circuit. Donc voilà la décomposition fondamentale. Le flux magnétique à travers un circuit peut toujours se décomposer comme le flux propre, plus les flux extérieurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, ou si on regroupe tout sous un seul terme, le flux extérieur. Alors pourquoi c'est important cette décomposition? Simplement parce que ce flux propre sera responsable des phénomènes qu'on appellera les phénomènes d'auto-induction. Voilà. Auto-induction qui porte bien son nom, l'induction que le circuit va induire sur lui-même, et les flux extérieurs vont être dus au phénomène, vont créer des phénomènes d'induction extérieure. On va commencer par les premiers, les phénomènes d'auto-induction, qui sont très riches, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc un circuit électrique qui est parcouru par un courant crée un champ magnétique, et ce champ magnétique peut avoir des effets inductifs sur le conducteur, enfin sur le circuit lui-même. C'est le phénomène d'auto-induction. Alors pour décrire ça, on a un coefficient qu'on a déjà rencontré dans l'année, qui est L, c'est le L de la bobine, et on va le définir de manière un peu plus générale pour n'importe quel circuit inductif. Le coefficient d'auto-inductance ou d'auto-induction d'un circuit. Alors on va considérer un circuit filiforme, fermé, peu importe, le principal c'est que ça fasse une courbe fermée, orientée, et avec I qui est orienté dans le même sens que le contour. Alors ça, pour le coup, c'est très important parce que on en a vraiment besoin pour définir L. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait en dessous un contour,
quel qu'il soit, hein, c'est un circuit abstrait pour le moment, avec le sens d'orientation du contour, le sens d'orientation de la surface que j'ai pas représenté mais qui est dans le même sens que la flèche ici, et l'intensité dans le même sens. L'intensité, elle va créer un champ magnétique qui est comme ça, dans le même sens que le sens d'orientation de la surface. Hein, règle de la main droite, vous suivez I avec vos doigts, et puis vous allez voir que ça crée un champ magnétique comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va retenir ici? On va admettre que le flux que le circuit crée sur lui-même est proportionnel à l'intensité dans le circuit. Et ce coefficient de proportionnalité entre le flux propre et l'intensité dans le circuit, c'est un coefficient qu'on appelle L, on l'appelle le coefficient d'auto-inductance, ou on peut dire l'inductance, ou l'inductance propre. Hein, voilà. C'est le L d'un circuit inductif, le coefficient d'inductance. Et en fait, ce coefficient d'inductance, on peut se demander de quoi il dépend, parce que c'est juste un coefficient de proportionnalité ici. Alors on va remarquer d'abord qu'il est toujours positif, puisque ça résulte de l'orientation de I qu'on a choisi dans le sens du contour. Hein. Du coup, B va être dans le sens du flux, et donc le flux va être positif. Ça veut dire que L sera positif. Il va s'exprimer en Henry. Bon, ça c'est pas un scoop, puisque c'est la même chose que pour une bobine. Hein. Et ça dépend uniquement des propriétés géométriques du circuit, c'est-à-dire comment le circuit est géométriquement. Ça ne dépend pas de ses propriétés, par exemple de l'intensité, évidemment, puisque l'intensité, il est devant. Voilà, ça dépend que des propriétés géométriques du circuit, donc les longueurs, les aires, le nombre de spires, etc. Voilà comment on définit le coefficient d'auto-inductance d'un circuit. C'est simplement le coefficient de proportionnalité entre le flux propre du circuit et l'intensité qui parcourt le circuit. Donc ça, c'est une définition très importante. Pour commencer à l'apprendre, il y a une démonstration que je vous présente maintenant, mais qu'il faut absolument que vous refassiez avec papier et crayon pour bien la maîtriser. C'est l'inductance propre d'un circuit particulièrement classique, c'est le solénoïde infini. Alors là, je ne l'ai pas représenté infini, mais on va utiliser la formule du solénoïde infini. Voilà un solénoïde, représenté un peu en 3 dimensions. J'ai mis en évidence ici en violet l'une des spires, hein. Même si évidemment la spire elle se referme pas exactement sur elle-même, c'est pas grave. Le principal c'est que dans l'espace ça forme une courbe pratiquement fermée. C'est ça qui est important en induction. Et même si elle n'est pas rigoureusement fermée, c'est pas grave, puisqu'on peut quand même faire de l'induction. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce solénoïde, s'il y a un I qui circule comme ça va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique, il sera en fait de la gauche vers la droite ici avec I positif. Le sens d'orientation du contour, comme je l'ai dit, je les prends dans le même sens que I, et ça me impose une orientation de surface de la gauche vers la droite également. Bon, tout va bien, on aura un flux positif sur cette surface-là, et on pourra définir L sans problème. Alors, comment on va définir L? Eh bien, on a besoin du flux propre que le solénoïde crée sur lui-même. Alors pour ça, on va faire une approximation. Hein. On va considérer que le solénoïde est infini et que le champ magnétique sur toutes les spires du solénoïde, c'est le champ magnétique créé par un solénoïde infini. Autrement dit, on néglige ce qui se passe au bord. Hein. Vous avez vu dans le TD, on va supposer que le champ est vraiment uniforme partout. Voilà, c'est une approximation qui est d'autant plus vérifiée que le solénoïde est grand par rapport à son rayon. Donc faisons ça. Le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, il est uniforme. Il vaut mu0 ni selon EZ. Alors EZ, c'est le vecteur horizontal ici. Et puis n, le nombre de spires par unité de longueur, grand N sur L, où L est la longueur du solénoïde ici. Évidemment, je ne l'appelle pas grand L ici, parce que ce sera le coefficient d'auto-inductance. Donc il faut faire attention aux notations. Le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde infini est uniforme. Donc ça veut dire que chaque spire du solénoïde en fait, est soumise à un champ magnétique qui est le même et qui a pour expression mu0 ni, c'est-à-dire ça. Comment calcule-t-on le flux magnétique à travers la surface S? Ici, le champ est uniforme, la surface est plane, et le champ a le même sens que l'orientation de la surface, que le vecteur S normal à la surface. Alors là, on est dans le cas super simple, où on a un champ uniforme sur toute la surface, une surface bien plane et les deux dans le même sens. Donc vous voyez que le flux s'écrit simplement B fois S. Il n'y a pas de subtilité. B c'est ça, S je le laisse S puisque c'est la surface, mettons, d'une spire.
Et puis, après, pour obtenir le flux propre, bah, il suffit de multiplier par le nombre de spires. Parce que ça, faut pas oublier que là, pour le moment, le flux, je l'ai calculé sur une spire. Mais dans un solénoïde, il y a n spires. Donc ça multiplie en fait le flux total. Et là, on voit tout de suite l'intérêt d'utiliser un solénoïde, hein. C'est parce que, bah, comme vous mettez énormément de spires, eh bien, le flux propre que va intercepter le circuit va être très important. En fait, n fois plus important que s'il n'y avait qu'une seule spire. Donc s'il y a beaucoup de spires, vous multipliez le flux, donc sa dérivée, et donc la force électromotrice induite. Voilà, donc finalement, ce flux propre à travers tout le solénoïde, c'est n carré, parce qu'on avait n ici, puis on a remultiplié par le nombre de spires du solénoïde. Donc n carré fois mu0 s sur L fois I. Et donc on a L fois I avec L qui est ce coefficient-là. Voilà. Et donc le coefficient d'auto-inductance du solénoïde infini, c'est donné par ça. Alors, cette formule, on peut la commenter un petit peu. En fait, déjà, on voit que ce coefficient d'auto-inductance pour un solénoïde infini, il est proportionnel à n carré. Hein, donc, ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne dépend pas proportionnellement du nombre de spires, mais du carré. Autrement dit, une bobine qui a 1000 spires a une inductance à peu près 4 fois plus grande qu'une bobine de 500 spires. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut noter. On voit que ce L dépend bien des paramètres géométriques, hein, donc N, S et L, et puis de mu0, bon, ça je ne l'avais pas dit, mais comme c'est une constante, c'est pas grave. Au passage, on a ici l'unité de mu0 facilement accessible. S sur L, c'est une longueur, et L, c'est une inductance, donc en Henry. Ça veut dire que mu0 s'exprime en Henry par mètre, ou en Henry mètre moins 1. Vous pouvez vérifier dans un handbook ou sur Internet, hein. Vous allez voir que l'unité de mu0, c'est bien Henry mètre moins 1. Donc là, on a expliqué d'où ça vient. Voilà. Et pour conclure sur ce paragraphe-là, démonstration et raisonnement très important. Il faut savoir le refaire avec le schéma qui va bien. Voilà, parce que c'est vraiment une démonstration classique et qui est souvent demandée pour voir si vous avez compris ce qu'est une inductance propre et comment on la calcule dans un cas simple. Comment se comporte un circuit inductif de façon générale? Alors là, je l'ai fait sur l'exemple du solénoïde, mais ce serait valable pour n'importe quel circuit inductif. Alors, on considère un dipôle auto-inductif comme une bobine. Voilà. Et en fait, on va représenter le composant. Donc là, ici, vous avez I comme ça, donc de la gauche vers la droite, ce que j'ai représenté sur le schéma ici. Et comme il y a des phénomènes d'auto-induction, on va représenter ce qu'on appelle la force électromotrice auto-induite, ou la force électromotrice induite, mais par auto-induction. On la représente comme ça. Alors pourquoi comme ça? Parce que le sens d'orientation du contour, j'ai pas le choix, il est dans le sens de I pour définir L. Donc c'est comme ça. Et donc E est dans le sens d'orientation du contour, obligatoirement. Donc il est comme ceci. Donc quand on déplie le solénoïde, on voit que E est défini de la gauche vers la droite. Autrement dit comme ça. Or, E, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est moins des phi sur dt. Moins des phi sur dt, sachant que phi c'est L fois I. Donc E égale moins des phi sur dt, qui s'écrit comme ça. Donc voilà toutes les orientations, mais évidemment, nous, les composants passifs, on aime plutôt les représenter en convention récepteur, donc comme ceci, et on obtient quoi? I et en convention récepteur, U, la tension totale auto-induite, qui vaut L dI sur dt. Bref, la loi qu'on avait utilisée depuis le début de l'année sans la justifier pour les circuits auto-inductifs. Voilà, U égale LDI sur dt en convention récepteur. Donc on voit en fait que cette loi-là, qu'on utilisait tout le temps en électricité, c'est une conséquence quasi directe de la loi de Faraday en induction en fait, pour les circuits auto-inductifs, c'est-à-dire qui ont des phénomènes d'auto-induction. Voilà, donc ça j'ai en fait ici repris ce que je viens de vous expliquer à l'oral, donc vous pourrez le lire, mais c'est ce que je vous ai dit. Et donc voilà, la chose à retenir. Bon, de toute façon, vous le saviez déjà, mais ça fait quand même un petit rappel. Et un deuxième petit rappel, c'est le paragraphe D, qui est l'énergie magnétique, puisque n'importe quel composant auto-inductif, de la spire jusqu'à un solénoïde très compliqué, stocke de l'énergie sous forme magnétique en fait. Donc c'est pas de l'énergie dissipée, c'est de l'énergie vraiment stockée qui peut être récupérée ensuite par induction. Et je vous propose de refaire le raisonnement, de remontrer que c'est égal à ça. Alors essayez de voir comment on fait concrètement.
pour prouver ça avec les lois qu'on a vues au-dessus. Voilà, je vous laisse le faire et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. On pourra revoir ça ensemble un peu plus tard. Autre chose maintenant, c'est ce qu'on appelle la mutuelle inductance entre deux circuits. Alors l'inductance mutuelle ou la mutuelle inductance, des fois on met ça dans n'importe quel ordre, peu importe. En tout cas, quand il y a deux circuits, qui peuvent créer des flux magnétiques, si le circuit 1 crée un champ magnétique dans tout l'espace et qu'il y a un circuit 2 pas loin, eh bien le circuit 1 peut agir sur le circuit 2 par induction. Parce que s'il crée un champ magnétique et un flux variable sur la surface intérieure du circuit 2, alors il va en fait créer des forces électromotrices induites sur le circuit 2 et donc modifier le comportement du circuit 2. Voilà. Mais si le circuit 2 il agit, enfin il est soumis au phénomène d'induction, il peut aussi créer un flux sur le circuit 1, un flux qui peut être variable. Et donc c'est pour ça que comme les deux peuvent interagir par induction, on parle vraiment d'interaction magnétique ou de mutuelle inductance puisqu'ils sont en mutuelle interaction. Voilà la raison d'être du vocabulaire. Alors les notations dont on a besoin pour décrire vraiment ce phénomène, c'est on prend deux circuits, C1, C2, circuit filiforme, ça définit des surfaces intérieures, S1, S2, qu'on oriente avec les deux contours qui sont orientés aussi. Là, on a le choix pour l'orientation, il suffit juste de faire un choix, puis après c'est bon. Et une fois qu'on a fait ce choix-là, on peut définir le flux que le circuit 2 crée sur le circuit 1 et le flux que le circuit 1 crée sur le circuit 2. Voilà, ce sont des flux extérieurs pour chaque circuit, mais c'est des flux d'interaction. Donc voilà les flux magnétiques. Et alors, on va admettre que ces flux magnétiques, en fait, ils dépendent que de l'intensité dans l'autre circuit, ces flux d'interaction. Et c'est proportionnel. Donc voilà le grand résultat théorique. Le flux que le circuit 2 crée sur le circuit 1, c'est un coefficient fois l'intensité dans le circuit 2. Voilà. Et ce coefficient va dépendre seulement de la manière dont les deux circuits sont géométriquement l'un par rapport à l'autre et de la géométrie globale de l'assemblage des deux. Mais ça dépend que de la géométrie en fait. Et puis pareil, de l'autre côté, phi que 1 créé sur 2, c'est un coefficient fois l'intensité dans le circuit 1. On admet que c'est proportionnel à l'intensité du circuit 1. Alors, le résultat remarquable et très difficile là-dedans, c'est pas que ce soit proportionnel à I1 et I2, ça c'est relativement logique, même si on va pas l'expliquer, on va admettre ça, mais ça se conçoit bien. Quand on y réfléchit, ce qui est beaucoup plus mystérieux, c'est que les deux M soient les mêmes. Le fait que ce soit vraiment le même coefficient de proportionnalité ici et là. Alors ça, c'est un théorème difficile à montrer, il faut vraiment faire de la théorie à pousser sur le champ magnétique pour montrer que finalement c'est exactement le même coefficient. Bon, ça nous simplifie la vie, comme ça on n'a pas à se demander si c'est celui du circuit 1 ou celui du circuit 2, c'est juste caractéristique de l'interaction entre les deux. Alors ce coefficient M, il a un nom, on l'appelle le coefficient d'inductance mutuelle, on l'appelle aussi parfois mutuelle inductance, à pas confondre avec l'inductance propre qu'on a vu au-dessus. Donc mutuelle inductance entre les deux circuits. Et puis comme le coefficient d'auto-inductance, ça s'exprime en Henry. C'est exactement le même type de formule, donc c'est la même dimension. Alors par contre, il y a une petite différence avec L, c'est que c'est pas forcément positif. Parce que autant pour L, on n'avait pas le choix, vu que I était orienté dans le même sens que le contour, ce qui imposait tous les signes en fait. Par contre, là, les deux circuits peuvent être un peu n'importe comment l'un par rapport à l'autre, et surtout l'orientation de l'un et l'orientation de l'autre sont indépendantes. Donc on a vraiment plein de choix possibles. Donc en fonction du choix d'orientation qu'on a fait, eh bien M peut être positif ou négatif. Voilà. Donc ça c'est pas grave, c'est normal. Et un énoncé vous précisera toujours comment sont orientées les surfaces, ou au moins comment définir M proprement. Voilà. On a vu l'essentiel, et là il faut bien retenir les lois du dessus. Alors on va voir un premier exemple de couplage et des conséquences électriques du couplage. Donc on va considérer deux circuits électriques très simples. Un circuit RL alimenté par une tension et couplé avec un autre circuit RL mais pas alimenté, celui-là, un circuit passif juste avec R et L.
et on va supposer que les deux sont couplés par mutuelle inductance, et on va voir ce que ça fait. Donc je vous développe les équations, vous pourrez les réécrire pour voir si vous avez vraiment bien compris, réécrire une fois que je vous aurai expliqué tout ça. Déjà, quand on représente ça en électricité, ça veut dire simplement qu'on schématise un couplage magnétique, et donc il va falloir le prendre dans les équations électriques. Là, je ne précise pas les orientations, mais on va admettre que les orientations vont imposer en fait que cette tension-là va avoir en fait deux termes. Le premier, c'est dû à l'auto-inductance de l'enroulement L1 ici, donc UM1, cette tension-là, ça va être L1 DI1 sur DT. Bon, alors pourquoi? Parce qu'on est en convention récepteur sur cette bobine-là dans le circuit 1. Et par contre, le deuxième, on va admettre qu'il y a un plus, il pourrait y avoir un moins en fonction des orientations des circuits, l'un par rapport à l'autre, bon, mais là on admet qu'il y a un plus M DI2 sur DT. Voilà. Puisque, en fait, cette tension-là, c'est simplement dû au fait qu'on a une mutuelle inductance. Donc voilà. Pareil pour UM2 ici, L DI2 sur DT plus M DI1 sur DT, puisque c'est I1 qui agit sur le circuit 2. Donc ça, c'est le terme de mutuelle inductance sur le circuit 2. Si on écrit la loi des mailles maintenant dans les deux circuits, on a la loi des mailles pour le circuit 1. Je vous laisse vérifier que les signes sont bons. E égale R1I1 plus L DI1 sur DT plus M DI2 sur DT. Ça, c'est UM1. Et puis pareil pour le circuit 2 quand on l'écrit avec tous les signes précisés. Voilà. Alors ensuite, le couplage magnétique, comment il va se traduire ici? Il va se traduire par le fait que vous avez deux équations, mais on pourrait se dire que c'est juste des équations différentielles toutes simples. Alors pas tout à fait, c'est bien des équations linéaires, mais regardez, dans l'équation concernant le circuit 1, il y a I2, et dans l'équation du circuit 2, il y a I1. Donc ça traduit ce qu'on appelle le couplage électrique entre les deux circuits, dû à la mutuelle inductance, puisque l'équation sur I1 dépend de I2 et l'équation sur I2 dépend de I1. Donc on parle d'équations qu'on appelle des équations couplées. Alors pour le découpler, il y a plusieurs techniques, mais la plus courante, c'est simplement de raisonner en sinusoïdal. Parce que comme tout ça c'est linéaire, on peut raisonner sur des signaux harmoniques et dire que E de t est sinusoïdal, puis on va regarder ce que ça fait pour chaque fréquence. Donc on passe en complexe. Voilà, la première, ça donne E bar égale R1 plus JL1 oméga I1. Voilà, quand on passe tout ça en complexe. Et puis JM oméga I2, quand on passe ça en complexe. Pour le circuit 2, on fait pareil. Et puis là, du coup, on peut découpler facilement, parce que c'est juste un système de deux équations à deux inconnues, sur I1 bar et I2 bar. Donc on exprime I2 bar en fonction de I1 bar. Voilà, je l'ai fait rapidement, mais refaites-le vraiment pour vous habituer à ce genre de choses. Et puis on reporte là-dedans. Donc on a E égale quelque chose, un coefficient qui dépend, enfin un coefficient, et fois I1. Donc là, qu'est-ce que c'est ce coefficient-là? En fait, c'est l'impédance équivalente du circuit 1, mais en fait, il y a un terme qui correspond à des composants du circuit 2 là-dedans. Tout simplement parce qu'on a un couplage magnétique, donc la manière dont le circuit 1 va se comporter dépend aussi des paramètres du circuit 2. Voilà, et aussi du circuit 1. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de couplage, on aurait simplement E égale l'impédance équivalente du circuit 1, donc juste ça, pas ce terme-là, fois I1. Et donc, ce terme-là traduit en fait le couplage entre les deux circuits et va induire des modifications de comportement du circuit 1. Alors, on pourrait étudier théoriquement cette expression-là pour voir comment ça se comporte en fonction de la fréquence, etc. Je vous propose une petite application que je vais moins développer, mais pour voir un petit peu quels effets ça peut avoir, ce genre de choses. Donc là, j'ai pris deux circuits RLC, série, un peu plus complexes, avec un condensateur. J'ai pris des valeurs de composants quelconques, voilà, que j'ai fixées, avec M, vous voyez, qui s'exprime en Henry. Et je vais étudier uniquement le comportement du circuit 1 avec UR1 sur E. En fait, c'est I1 sur E à un terme R1 près. Donc voilà, je m'intéresse en fait quasiment à l'impédance de ce circuit-là. Et alors, quand on écrit toutes les équations et qu'on simule ça avec Python, vous voyez qu'on peut avoir des modifications de comportement assez impressionnantes quand on couple deux circuits. Parce que là, en pointillé, c'est uniquement le comportement RLC seul, sans couplage, autrement dit comme si le circuit 2 n'existait pas. Et puis le fait de rajouter le circuit 2 et le couplage magnétique
va faire que la réponse en fonction de la fréquence, bah, ça va plus du tout être une simple résonance comme on a vu dans le RLC, mais ça va être quelque chose de plus compliqué, avec deux petites résonances et ce qu'on appelle une anti-résonance au milieu. Voilà. Donc, ce couplage magnétique va avoir pour conséquence une modification du comportement électrique du circuit 1 assez impressionnante. Et en fait, ça peut être utilisé, hein, par exemple, pour détecter quelque chose. Parce que si vous avez un circuit, eh bien, le fait qu'il y ait quelque chose d'équivalent pas loin va induire des modifications de comportement de ce circuit-là. Donc, le fait que vous puissiez étudier ce circuit-là va vous permettre de savoir s'il y a quelque chose pas très loin. Ça, c'est le principe des détecteurs de métaux, en fait, hein. Les détecteurs de métaux, c'est à peu près ça. Alors, c'est pas des circuits RLC aussi simples, c'est de l'électronique un peu plus compliquée, mais il y a un couplage magnétique, s'il y a une pièce de métal pas loin, qui va en fait permettre de détecter le métal par induction. Alors, à titre d'exercice, pour voir si vous avez vraiment bien compris, puis pour vous entraîner sur ce genre de petits problèmes, je vous propose, hein, de rechercher le code Python qui a servi à faire ces courbes-là. Hein, je vous donne les valeurs des composants. Essayez de voir qu'est-ce qu'il faut taper en Python pour avoir ces courbes. C'est pas très très dur, mais c'est un bon exercice. Alors sachez qu'il y a quelques années, hein, il y a la banque PT avait demandé quelque chose comme ça dans l'épreuve d'informatique, en fait. Il y avait un petit exercice avec des couplages inductifs, et puis on demandait d'écrire des bouts de code pour tracer ce genre de schéma. Et on arrive au dernier paragraphe, à la dernière application de ce chapitre, qui est le transformateur de tension. J'ai choisi pour vous une ressource, il y en a plein d'autres possibles, hein. Là, c'est simplement une vidéo, alors une vidéo en anglais, mais je l'ai trouvée assez bien faite et en même temps assez suffisamment floue pour qu'on puisse se poser des bonnes questions sur le transformateur. Hein, le but, c'est qu'à la fin, vous ayez vraiment compris comment fonctionne un transformateur et que vous sachiez le redécrire si on vous le redemande. Et voilà. Je vous présente rapidement les questions, puis vous chercherez ça pour la prochaine séance de cours, hein, pour laquelle j'aimerais avoir vraiment vos réponses, votre avis, et qu'on puisse discuter de manière productive. Je vous dis quand même quelle est la question sur laquelle, enfin, je vous attends sur toutes les questions, mais la question vraiment au programme, la question importante, c'est la 5, où là, je veux vraiment que vous détailliez votre raisonnement, vous fassiez les schémas, enfin 4 et 5, quoi. Vous fassiez le schéma qui va bien pour montrer cette propriété-là, qui est la propriété importante dans un transformateur, hein, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous laisse regarder ça, éventuellement aller voir sur Internet d'autres ressources, hein, pour mieux comprendre, mais vraiment appuyez-vous d'abord sur cette vidéo, répondez aux questions, et voilà, n'hésitez pas vraiment à approfondir vos connaissances là-dessus. C'est un dispositif très important qui se retrouve absolument partout, hein, au passage. Vous savez qu'il y a des transformateurs qui sont dans tous les domaines. Alors vous allez voir dans la vidéo des transformateurs en sortie de centrale, à l'arrivée dans des quartiers, ou bien dans chaque imprimante, il y a un transformateur aussi. Chaque fois que vous branchez votre ordinateur ou votre téléphone pour adapter la tension du secteur, il y a un transformateur, même si vous ne le voyez pas. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif qui est extrêmement répandu et qu'il faut bien comprendre. Voilà pour cette vidéo et on fera les couplages électromécaniques ensuite.